C'est juste un mari inutile, dit ma femme au tribunal. Je gardai le silence. La juge demanda à maître Dubois, vous ne savez vraiment pas qui il est? L'avocat se figea. Le visage de ma femme devint pâle. La juge ne répondit pas immédiatement. Elle regarda au-delà de ma femme et se concentra plutôt sur son avocat. Ses yeux se plissèrent, non pas de colère, mais de curiosité. Puis elle posa une question qui fendit la pièce. Conseiller, dit-elle, êtes-vous certaine de comprendre qui est Monsieur Lenoir et ce qu'il fait réellement? Ma femme se raidit. Son avocat hésita. Et pour la première fois ce matin-là, la confiance de Sophie Lenoir se fissura. L'horloge au-dessus du banc de la juge indiquait 9h14 du matin lorsque Sophie finit de parler. La salle d'audience 3B du tribunal de grande instance de Lyon était plus petite que ce que les gens imaginent lorsqu'ils pensent à un tribunal. Pas d'écho dramatique, pas de galerie remplie de spectateurs, juste des bancs en bois usés, un éclairage fluorescent et la légère odeur de papier et de désinfectant qui s'accroche aux bâtiments gouvernementaux, quelle que soit la fréquence de leur nettoyage. J'étais assis à la table du défendeur, les mains jointes, les paumes reposant à plat sur la surface. J'avais appris il y a des années que les poings serrés invitent à l'interprétation. Les mains immobiles ne le font pas. Je m'appelle Julien Noël Lenoir. J'ai 52 ans. Je suis marié à Sophie depuis 26 ans. Et jusqu'à 3 semaines avant cette audience, personne n'avait jamais suggéré à voix haute, par écrit ou autrement que j'étais incapable de gérer ma propre vie. Sophie se tenait à quelques pas de moi, inclinée vers la juge. Blazer marine, maquillage neutre, le collier de perles qu'elle portait chaque fois qu'elle voulait paraître calme et sympathique. Elle avait soigneusement pratiqué cette version d'elle-même. Je la reconnaissais parce que j'avais vécu avec elle pendant des décennies. Son avocat, maître Dubois, venait de terminer de présenter sa requête. Il décrivait Sophie comme une épouse qui avait assumé les responsabilités financières et émotionnelles du foyer pendant des années. Il me décrivait comme renfermé, passif et chroniquement désengagé de la planification à long terme. Il insistait sur l'inquiétude, la stabilité, la protection. Puis Sophie prononça la phrase qu'elle avait clairement gardée pour l'impact. « C'est juste un mari inutile, dit-elle. Il ne comprend rien aux finances. Il n'en a jamais rien compris. » Elle ne me regarda pas lorsqu'elle dit cela. Je ne réagis pas. Non pas parce que cela ne faisait pas mal, mais parce que réagir aurait servi son récit. Sophie avait toujours cru que le silence signifiait le vide. Elle prenait la retenue pour une absence. Cette incompréhension était le fondement de tout ce qui s'ensuivit. La juge Hélène Moreau se pencha légèrement en arrière sur sa chaise. Elle avait la soixantaine, les cheveux argentés soigneusement coupés, des lunettes de lecture posées bas sur son nez. Elle avait la présence calme et économe de quelqu'un qui avait entendu des milliers d'histoires et appris à repérer les coutures là où elles ne tenaient pas tout à fait. Elle ne me regarda pas. Elle regarda maître Dubois. « Conseiller, dit-elle posément, êtes-vous confiant de comprendre les antécédents professionnels de Monsieur Lenoir ?» Maître Dubois cligna des yeux. « Oui, votre honneur. Il travaille dans les opérations, la gestion des risques, je crois. » La juge inclina la tête d'une fraction. « Et vous êtes certain que c'est l'image complète ?» Il y eut une pause, pas longue, mais suffisamment pour que la pièce le remarque. Sophie se tourna alors vers moi, son expression se crispa légèrement. Elle n'avait pas encore peur, mais quelque chose avait changé. Je n'avais pas prévu que ce moment arrive si tôt. Je m'étais attendu à rester assis tranquillement pendant une autre heure de témoignage avant que quoi que ce soit ne change. Mais la juge Moreau avait une habitude, que j'avais reconnue en la regardant présider des affaires sans rapport des années auparavant. Quand quelque chose n'allait pas, elle posait des questions directes le plus tôt possible. Cette habitude était la raison pour laquelle j'étais là. 3 semaines plus tôt, Sophie avait déposé une requête d'urgence demandant au tribunal de la nommer curatrice financière temporaire sur moi. Pas sur ma mère, sur moi. Elle affirmait que j'étais incapable de reconnaître l'exploitation, incapable de gérer les actifs de manière responsable et émotionnellement altéré par un désengagement de longue date. Dans les 48 heures suivant ce dépôt, mes comptes personnels furent gelés en attendant un examen. Mon employeur me plaça en congé administratif par prudence. Mon accès à certains systèmes internes fut suspendu. Le mot « incompétent » n'avait pas encore été prononcé, mais il planait. Je ne protestais pas publiquement. Je n'accusais pas Sophie.
Je n'appelais pas les membres de ma famille pour plaider ma cause. Je lus. J'ai passé la majeure partie de ma vie adulte à travailler dans la conformité et l'analyse des risques internes, pas le genre tape à accent grave l'œil. Je ne cours pas après les gros titres ni ne témoigne régulièrement dans les salles d'audience. Je soutiens les enquêtes. Je révise les systèmes financiers. Je documente les incohérences et conseille les entreprises lorsque quelque chose semble anormal. Occasionnellement, rarement, on m'a demandé d'expliquer les conclusions lors de procédures judiciaires. Un travail discret, un travail peu célébré, un travail que Sophie avait toujours écarté comme du classement de papier. Lorsque ma mère, Agnès Dubois, fut victime d'un léger accident vasculaire cérébral 8 mois plus tôt, Sophie avait proposé de gérer la logistique, rendez-vous, compte, documents. Elle disait que cela me soulagerait pendant que je me concentrais sur les soins. Je la laissais faire. Agnès faisait confiance à Sophie. Ou peut-être faisait-elle confiance au mariage. Quoi qu'il en soit, des papiers furent signés pendant des périodes de fatigue, des comptes furent consultés par commodité. Sophie devint le point de contact pour les institutions qui traitaient auparavant directement avec ma mère. Puis Agnès mourut. 3 semaines après les funérailles, la requête de Sophie arriva. Assis dans cette salle d'audience, écoutant ma femme me décrire comme inutile, je ressentis quelque chose d'inattendu. Pas de la colère, mais de la clarté. Sophie n'improvisait pas. C'était un plan qui exigeait que je reste exactement celui qu'elle croyait que j'étais, calme, inattentif, désengagé. Elle ne réalisait pas que le silence n'avait jamais signifié que je ne faisais pas attention. La juge Moreau tapa légèrement son stylo contre le banc. « Monsieur Lenoir, dit-elle, se tournant enfin vers moi, vous êtes resté silencieux jusqu'à présent. Est-ce intentionnel ? Oui, votre honneur. Pourquoi ? Je rencontrai son regard. Parce que cette requête dépend d'hypothèses, et les hypothèses ont tendance à s'effondrer lorsque les faits sont introduits trop tôt. La salle d'audience se calma. Sophie inspira brusquement. La juge Moreau m'étudia un instant de plus, puis hocha la tête. Très bien, dit-elle. Maître Valois, vous pouvez procéder lorsque vous êtes prête. Maître Valois, mon avocate, se leva lentement de son siège. Et Sophie Lenoir, pour la première fois depuis le dépôt de cette requête, parut incertaine. La première fois que Sophie me traita d'inutile, ce ne fut pas au tribunal. C'était à notre table de cuisine des années plus tôt, un soir qui sentait légèrement le café brûlé et le nettoyant au citron. Lucas venait de partir à l'université. Chloé était encore au lycée. La maison était plus calme qu'elle ne l'avait jamais été, comme si elle attendait quelque chose que nous ne savions pas nommer. Sophie se tenait au comptoir, triant le courrier, feuilletant les enveloppes avec des mouvements rapides et irrités. Elle ne me regarda pas lorsqu'elle parla. « Alors, quel est ton plan ?» demanda-t-elle. « Pourquoi ?» dis-je. Elle soupira, brusque et théâtrale. « Pour tout, Julien. Pour ta carrière, pour nous. Tu te laisses simplement flotter. » Je me souviens d'avoir hoché la tête. Je me souviens de n'avoir rien dit. À l'époque, je pensais que la retenue était de la maturité. Je pensais que le silence empêchait les disputes de devenir des cicatrices. Ce que je ne comprenais pas encore, c'est que le silence peut être réutilisé. Au fil du temps, Sophie en fit une preuve. Notre mariage avait toujours fonctionné sur des voies parallèles. Nous partagions une maison, élevions des enfants, coordonnions des horaires, mais nos vies intérieures se croisaient rarement. Sophie aimait la visibilité. Elle s'épanouissait en étant vue comme compétente, admirée, indispensable. J'aimais les systèmes. J'aimais l'ordre. J'aimais savoir que si quelque chose tournait mal, je pouvais remonter à sa source. Elle gérait les gens, je gérais les processus. Au moins, c'est comme cela que cela a commencé. Graduellement, Sophie prit en charge tout ce qui nécessitait une signature. Elle déplaça nos économies dans une autre banque sans me le dire. Elle s'ajouta comme contact principal sur notre assurance. Elle disait aux enfants de lui demander de l'argent, parce que papa n'aime pas s'occuper de ces choses. Quand je protestais gentiment, elle le formula comme de la réticence. « Tu détestes les responsabilités, disait-elle. Je t'aide. » Et comme je ne voulais pas me battre, je laissais passer. Le changement avec ma mère se produisit discrètement. Agnès avait toujours été méticuleuse avec ses finances.
Elle équilibrait son chéquier tous les dimanches matins avec une tasse de café, de sucre, un peu de lait. Elle gardait les reçus dans des enveloppes étiquetées. Elle aimait savoir où allait chaque euro. Après la mort de mon père, elle me dit, le papier est mémoire. Ne le perds pas. Quand elle commença à oublier de petites choses, je le remarquai avant Sophie. Ou peut-être Sophie le remarqua-t-elle et ne dit rien. Quoi qu'il en soit, Sophie intervint avec une confiance qui fut rassurante au début. Elle programma les rendez-vous. Elle parla à la banque. Elle me dit qu'elle s'occuperait des parties ennuyeuses. Tu en fais déjà assez, dit-elle. Laisse-moi gérer ça. Agnès lui faisait confiance. Sophie était de la famille. Elle était chaleureuse, attentive, capable. Quand Sophie apportait des documents à signer, Agnès ne les questionnait pas. Elle était fatiguée. Elle se rétablissait. Elle présumait la bonne foi. Je la présumais aussi. Le premier signal d'alarme vint des mois plus tard lorsque Sophie mentionna par hasard qu'elle avait déplacé des choses pour simplifier les comptes d'Agnès. Je demandai ce qu'elle voulait dire. Elle écarta le sujet. Juste de l'entretien, dit-elle. Tu n'as pas à t'inquiéter. Mais l'inquiétude est une habitude dont on ne se débarrasse pas facilement. Après les funérailles d'Agnès, la maison se remplit des rituels habituels, des plats en casserole, des cartes de condoléances, des conversations qui n'atteignaient jamais vraiment le point. Sophie prit les commandes. Elle coordonna avec l'entreprise de pompes funèbres. Elle géra les appels téléphoniques. Elle remercia les gens en mon nom. 3 semaines plus tard, je reçus la requête. Elle arriva par coursier, épaisse et officielle, adressée à moi par mon nom complet. Je restai assis dans ma voiture dans l'allée pendant plusieurs minutes avant de l'ouvrir, regardant la condensation perler sur le pare-brise. Quand je lus enfin les mots « incapacité financière »,« curatelle d'urgence », ils me parurent surréalistes, comme s'ils appartenaient à la vie de quelqu'un d'autre. Sophie demandait au tribunal de la nommer ma tutrice financière temporaire. Non pas parce que j'avais pris des décisions imprudentes, non pas parce que j'avais perdu de l'argent, mais parce que, selon elle, j'étais incapable de reconnaître l'exploitation. L'ironie ne m'échappa pas. En quelques jours, mes comptes furent gelés en attendant un examen. Mon employeur me plaça en congé administratif par excès de prudence. Aucune accusation, aucune explication, juste une suspension. Des années de travail régulier réduites à une période d'attente. Lucas cessa de me rappeler. Chloé envoya un seul SMS, « Maman dit que tu as besoin d'aide. » Cette nuit-là, je dormis sur le canapé. Sophie ne me l'avait pas demandé, elle n'en avait pas besoin. Le lendemain matin, j'ouvris mon ordinateur portable et commençai par où je commençais toujours, les dossiers. Je n'accusais pas Sophie. Je ne la confrontais pas. Je n'appelais pas les membres de ma famille pour me défendre. Je sortis les relevés bancaires. Je demandais les historiques de transactions. Je construisis une chronologie. Les schémas ne s'annoncent pas. Ils se révèlent lentement, si vous êtes patient. Il me fallut la majeure partie de la journée avant de remarquer l'alignement. Petit retrait, honoraires de consultation, virements juste en dessous des seuils de déclaration, tous regroupés autour de dates spécifiques, les dates auxquelles Sophie avait rendu visite à ma mère seule. Je les surlignai, les recoupal, construisis une feuille de calcul. À la fin de la semaine, j'avais identifié plusieurs transactions totalisant des dizaines de milliers d'euros qui ne correspondaient à aucune dépense documentée. Quand j'interrogeai Sophie sur l'une d'elles soigneusement, de manière neutre, elle sourit. « Ne t'inquiète pas, dit-elle. J'ai ça sous contrôle. » Ce fut le moment où quelque chose bascula en moi. Pas de la colère, pas de la trahison ou de la reconnaissance. Sophie ne se voyait pas voler. Elle se voyait corriger un déséquilibre. Elle croyait qu'elle méritait le contrôle parce qu'elle croyait nous avoir portés pendant des années. Et elle croyait, sincèrement, que je ne le remarquerais jamais. Cette conviction était la chose la plus dangereuse qu'elle apportait au tribunal, car le silence, une fois pris pour une absence, devient une responsabilité. Et Sophie avait construit toute son affaire sur l'hypothèse que je n'en avais aucune. Je ne retournai pas immédiatement chez ma mère. Cela me surprit même. Pendant des jours après l'arrivée de la requête, je restais chez nous, me déplaçant dans des pièces qui semblaient soudain provisoires. Sophie fut prudente pendant ce temps. Pas gentille ou prudente. Elle parlait lentement,
comme si le volume seul pouvait déclencher quelque chose de fragile en moi. Elle me rappelait des rendez-vous que je n'avais pas. Elle proposait de gérer des choses que je ne lui avais pas demandé de toucher. Elle était en train de construire un dossier, alors j'attendis. Quand je me rendis finalement chez Agnès, c'était un jeudi matin gris, le genre de gris du Midwest qui aplatit tout, fait reculer les couleurs. Neuilly-sur-Seine était calme, le quartier inchangé d'une manière qui semblait presque accusatrice. Les mêmes ranchs en briques, les mêmes et juste assez taillés, les mêmes trottoirs que ma mère balayait tous les samedis, comme si quelqu'un pouvait la noter. Je me garai dans l'allée et restai assis là plus longtemps que nécessaire, les mains posées sur le volant. La maison n'avait pas l'air d'une scène de crime. Elle ressemblait à une vie mise en pause à mi-phrase. J'entrai. L'air sentait la lavande et les vieux livres. L'odeur d'Agnès. Le salon était rangé mais habité. Un plaid plié sur l'accoudoir du canapé. Une pile de livres de la bibliothèque sur la table d'appoint. Ses lunettes de lecture, à l'envers, exactement là où elle les laissait toujours. J'allai directement dans la chambre d'amis. Agnès gardait ses dossiers dans un classeur à 4 tiroirs, beige et banal. Service public, médical, banque, impôts. Elle étiquetait tout en lettres capitales soignées. Après la mort de mon père, elle m'avait dit, s'il m'arrive quelque chose, tu sauras où chercher. J'ouvris chaque tiroir. Au début, rien ne semblait anormal. Les relevés étaient là. La correspondance, des copies de chèques. Mais après 1 heure, les schémas commencèrent à s'effilocher. Des enveloppes recellées, des relevés hors séquence, des lacunes là où les originaux auraient dû se trouver. Je tirai tout sur le lit et commençai à trier par date. Ce fut là que je trouvai la procuration. Elle n'était pas cachée. Elle n'avait pas besoin de lettres. Elle se trouvait dans un dossier marqué « Légal », classé soigneusement entre des documents plus anciens. La signature d'Agnès était là, réelle, inégale d'une manière qui correspondait aux semaines après son accident vasculaire cérébral. Le langage était large, trop large. Il accordait une autorité sur les décisions financières sans limitation significative. Mais ce qui attira mon attention n'était pas la portée. C'était le moment. Le document avait été signé un jour où le neurologue d'Agnès avait noté une « confusion accrue ». Pas d'incompétence, juste de la vulnérabilité. Assez pour rendre le consentement discutable, assez pour rendre la pression efficace. Je photographiai le document et continuai de chercher. Le journal vint plus tard. Il était glissé entre 2 albums photos dans le placard du couloir, un cahier en cuir marron usé, doux au toucher, le genre de choses qu'on n'achète pas par accident. Agnès avait toujours aimé les objets qui duraient. La première entrée datait de 15 mois avant sa mort. Sophie a appelé aujourd'hui, disait-elle. Dit qu'elle voulait t'aider davantage. Semblait sincère. Je veux le croire. Les entrées étaient courtes au début. Date, visite, note sur la fatigue. Sophie apportant les courses. Sophie posant des questions sur les comptes. Puis le ton changea. Jour brumeux. Sophie avait des papiers. Dit qu'ils étaient là pour l'aider à parler à la banque. J'ai signé. N'aurais pas dû. Trop fatigué pour argumenter. 2 semaines plus tard, meilleure journée. Regardez les papiers. Procuration. Je n'avais pas l'intention de donner cela. Embarrassé. Ne veux pas déranger Julien. Ma poitrine se serra. La dernière entrée m'était adressée. Si tu lis ceci, quelque chose a mal tourné. Je n'ai pas oublié qui tu es. Je sais ce que tu fais. J'ai eu confiance en toi pour voir ce que je ne pouvais pas. Je restai assis sur le sol de ce placard pendant longtemps. Non en pleurant, juste en respirant. Quand je quittai la maison, j'emportai des copies de tout. Les originaux restèrent là où ils étaient. Les preuves sont plus importantes lorsqu'elles n'ont pas été dérangées. Cet après-midi-là, j'appelai Maître Valois. Maître Valois ne réagit pas émotionnellement lorsque je lui racontai ce que j'avais trouvé. Elle posa des questions précises. Date, nom, contexte médical. Elle écouta comme écoutent les enquêteurs, sans interrompre, sans combler le silence. Il ne s'agit pas de fraude notariale, dit-elle lorsque j'eus fini. Il s'agit d'exploitation pendant une période de vulnérabilité. C'est pire, dis-je. Oui, répondit-elle.
C'est pourquoi nous devons être prudents. Elle expliqua comment ces affaires se déroulent réellement. Les services de protection des adultes s'impliquent. Les banques signalent une activité irrégulière. Les tribunaux examinent la capacité sur un spectre, pas binaire. La requête de Sophie n'était pas seulement agressive, elle était risquée. Si le tribunal croyait qu'Agnès avait été vulnérable, tout ce que Sophie avait touché serait examiné. « Que voulez-vous faire » demanda Maître Valois. Je pensais au journal, à l'écriture soignée de ma mère, à la façon dont elle s'était protégée sans confrontation. Je veux que la vérité fasse surface d'elle-même, dis-je, sans que je la force. Maître Valois resta silencieux un instant. Alors nous attendons, et nous nous préparons. Au cours des 2 semaines suivantes, je vécus délibérément selon les attentes de Sophie. Je ne la confrontais pas. Je n'accusais pas. Je répondis aux questions de son avocat de manière minimale lors de la déposition préliminaire. Interrogé sur mon travail, je le décrirai simplement. Pas d'embellissement, pas de qualification donnée volontairement. Consultant en audit interne, soutien à la conformité, analyse des risques. Sophie regarda la déposition par lien vidéo. Je la vis se détendre à mesure qu'elle progressait. Elle sourit lorsque je répondis simplement. Elle hocha la tête lorsque je ne m'expliquais pas. Elle prit la retenue pour une capitulation. En arrière-plan, Maître Valois travaillait. Elle demanda les relevés bancaires par les voies appropriées. Elle coordonna avec les responsables de la conformité qui signalèrent les transactions qui ne correspondaient pas aux objectifs déclarés. Elle alerta discrètement les services de protection des adultes, déclenchant un examen parallèle au pas une accusation, une enquête. Au moment où l'audience approchait, plusieurs systèmes se déplaçaient indépendamment. C'était important. La vérité a plus de poids lorsqu'elle ne repose pas sur une seule voie. La veille de l'audience, je retournai chez Agnès une dernière fois. Je n'entrai pas. Je restai assis dans ma voiture, garé le long du trottoir, regardant la lumière du Porsche projeter une lueur familière. Je pensais à la façon dont ma mère s'était préparée à cela sans savoir exactement comment cela se déroulerait. Elle n'avait pas élevé la voix. Elle n'avait pas accusé. Elle avait laissé une trace. Au tribunal le lendemain matin, lorsque Sophie parla et que Maître Dubois répéta son récit, je restai silencieux. Quand la juge Moreau posa sa question, quand la salle fit une pause, je compris que nous avions atteint le point que ma mère avait anticipé. Le point où le travail discret commence à parler de lui-même. La salle d'audience 3B se sentit différente après la question de la juge. Pas plus bruyante, pas tendue de la manière que les gens attendaient. Elle se sentit alerte, comme si la pièce elle-même s'était penchée en avant, attendant de voir quelle version de la réalité tiendrait. La juge Moreau ne se pressa pas. Elle ajusta ses lunettes, jeta un coup d'œil au dossier devant elle, puis regarda directement Maître Valois. « Maître Valois, dit-elle, vous pouvez procéder. » Maître Valois se leva lentement. Pas de dramatisme, pas d'allée et venue. Elle posa une main sur la table, s'ancrant, et parla d'un ton qui suggérait qu'elle n'était pas là pour argumenter, seulement pour clarifier. « Votre honneur, commença Maître Valois, cette requête est bâtie sur l'affirmation que Monsieur Lenoir n'a pas la capacité de reconnaître l'exploitation financière. Ce que nous avons l'intention de montrer est que c'est le contraire qui est vrai, et que l'exploitation s'est produite parce que quelqu'un croyait qu'il ne remarquerait rien. » Elle commença par les relevés bancaires. Pas tous, juste assez. Une simple chronologie apparut sur le moniteur. Date à gauche, transaction à droite, retrait, virements et paiements étiquetés comme soutien administratif et consultation. Rien de tape à accent grave-l'œil, rien d'évidemment criminel en soi. Ces transactions, dit Maître Valois, pointant l'écran, se sont produites sur une période de 10 mois. Chacune coïncide avec une visite de Madame Lenoir à la résidence d'Agnès Dubois. Pas à des rendez-vous médicaux, pas aux banques à la résidence. Maître Dubois se leva à moitié de son siège. Objection. Rejeté, dit calmement la juge Moreau. Procédé. Maître Valois ne s'attarda pas. Ensuite, dit-elle, nous abordons la procuration. Elle n'accusa pas Sophie de l'avoir falsifiée. Au lieu de cela, elle l'encadra de manière clinique. Ce document fut exécuté à une date où le neurologue de Madame Dubois a documenté une confusion accrue et une fonction exécutive réduite. Pas d'incompétence. De la vulnérabilité. La juge Moreau se pencha légèrement en avant.
Dans l'Illinois, poursuivit Maître Valois, la capacité n'est pas binaire. Le consentement obtenu pendant la vulnérabilité, surtout sans conseil indépendant, nécessite un examen minutieux. Sophie croisa fermement les bras. Maître Valois passa à autre chose. Après l'exécution de ce document, Madame Lenoir obtint un accès élargi au compte de Madame Dubois. Cet accès coïncide avec un changement marqué dans le comportement des transactions. Elle cliqua sur la diapositive suivante. Avant cette date, les habitudes de dépenses de Madame Dubois étaient cohérentes depuis plus d'une décennie, services publics, épicerie, pharmacie. Après, nous voyons des retraits discrétionnaires sans facture correspondante, sans facturation médicale et sans documentation étayant leur objectif déclaré. Maître Dubois protesta de nouveau. Cette fois, sa voix manquait de confiance. La juge Moreau le rejeta sans lever les yeux. Maître Valois marqua une pause. « Votre honneur, dit-elle, avant de continuer, je crois que le contexte est important. » Elle se tourna légèrement vers moi. « Monsieur Lenoir, dit-elle, pouvez-vous expliquer brièvement quel a été votre rôle professionnel au cours des 20 dernières années ? » Je me levai. « Je travaille dans la conformité interne et l'analyse des risques, dis-je. J'aide les organisations à identifier les comportements financiers irréguliers et les faiblesses systémiques. La majeure partie de mon travail se produit avant que quoi que ce soit ne devienne public. » « Avez-vous témoigné au tribunal ? Demanda la juge. « Oui, dis-je, quelquefois. Lorsque des entreprises avaient besoin d'expliquer des conclusions. Pas fréquemment. » La juge Moreau hocha la tête. Elle se tourna vers Maître Dubois. « Conseiller, dit-elle, cet arrière-plan fut-il inclus dans votre évaluation de la capacité de Monsieur Lenoir ? » Maître Dubois hésita. Nous avions compris que son rôle était limité. Cela, répliqua posément la juge Moreau, semble être une hypothèse. Sophie se leva brusquement. Il n'aime pas l'attention, dit-elle vivement. Il se cache derrière des feuilles de calcul. Cela ne le rend pas compétent. La juge Moreau leva la main. Madame Lenoir, asseyez-vous. Sophie n'argumenta pas, mais sa mâchoire se serra. Maître Valois reprit. Elle n'introduisit pas encore le journal. Au lieu de cela, elle présenta un résumé des services de protection des adultes. Pas une conclusion ou une enquête. Les services de protection des adultes avaient été informés. Un examen préliminaire avait commencé. Les banques avaient signalé des irrégularités indépendamment. Il a été demandé à ce tribunal, dit Maître Valois, d'intervenir parce que Madame Lenoir affirmait que son mari ne pouvait pas reconnaître l'exploitation. Pourtant, de multiples institutions l'ont fait sans qu'il ne les y invite. L'expression de la juge changea. Maître Valois, dit-elle lentement, suggérez-vous que cette requête elle-même a déclenché un examen plus large ? Oui, votre honneur. Et cet examen est en cours. Le silence s'installa à nouveau, plus lourd cette fois. La juge Moreau joignit ses mains. Madame Lenoir, dit-elle, se tournant vers Sophie. Vous avez demandé une autorité d'urgence sur les finances de votre mari. D'après ce que j'ai entendu, cette demande semble prématurée. Sophie ouvrit la bouche, puis la referma. Je rejette la requête, poursuivit la juge Moreau, avec préjudice. Elle marqua une pause. Et compte tenu des preuves présentées et des enquêtes indépendantes actuellement en cours, je renvoie cette affaire au procureur du district pour examen plus approfondi. Les mots atterrirent doucement, mais ils atterrirent. Les épaules de Sophie s'affaissèrent, non pas de honte, mais de calcul. Elle avait perdu le contrôle de la chronologie. La juge Moreau me regarda à nouveau. Monsieur Lenoir, dit-elle, vous avez eu raison de rester silencieux. J'hochai la tête une fois. Alors que le marteau frappait, je ne ressentis aucune vague de triomphe, seulement un sentiment d'alignement, comme si quelque chose qui avait été biaisé était finalement redressé. À l'extérieur de la salle d'audience, Maître Valois se pencha vers moi. Cette partie est terminée, dit-elle doucement. La prochaine ne le sera pas. Je le savais. Parce que lorsque les systèmes commencent à bouger, ils s'arrêtent rarement à la première vérité qu'ils découvrent. Les portes du palais de justice se refermèrent derrière nous avec un bruit qui semblait définitif mais ne l'était pas. Dehors, l'air portait le tranchant du début du printemps assez froid pour que les gens se déplacent, pas assez froid pour justifier de rester à l'intérieur. Maître Valois marchait à côté de moi vers le parking, son pas mesuré.
La requête est rejetée, dit-elle, mais ce n'est pas la fin de cela. Je sais, répondis-je. Ce qui me surprit fut le peu de soulagement que je ressentais. Le rejet avait levé une menace immédiate, mais il n'avait rien restauré de ce que Sophie avait pris. Les comptes étaient toujours en cours d'examen. Mon employeur était toujours prudent. Mes enfants étaient toujours pris entre les versions de la même histoire. Et maintenant, les systèmes avaient remarqué. Dans les 48 heures, l'audit se développa. Cela ne se produisit pas de manière dramatique. Il n'y eut pas de sirène, pas de confrontation. Les banques firent simplement ce pourquoi elles sont formées lorsque les services de protection des adultes ouvrent une enquête préliminaire, elles élargirent le champ d'application. Les comptes d'Agnès furent examinés en parallèle de tous les comptes joints auxquels Sophie avait accès. Les historiques de transactions furent demandés sur des années, pas des mois. Les schémas furent comparés entre les institutions. Maître Valois m'appela ce soir-là. Les services de protection des adultes sont formellement impliqués maintenant, dit-elle. Ils n'accusent pas, ils documentent. Cela compte. Est-ce que Sophie est au courant, demandai-je. Pas encore, dit Maître Valois, mais elle le sera. Sophie ne rentra pas à la maison ce soir-là. Au lieu de cela, elle envoya un SMS, court, nerveux, théâtral, nous devons parler. Tu m'as embarrassé aujourd'hui. Je ne répondis pas. Le lendemain matin, mon téléphone sonna avant 8 heures. Lucas. Sa voix était tendue, contrôlée, de la manière dont les gens sonnent lorsqu'ils essaient de ne pas choisir leur camp. Maman dit que la juge a exagéré, dit-il. Elle dit que tu as tout monté. Je m'appuyai contre le comptoir de la cuisine et fermai les yeux. Qu'est-ce que tu en penses? Il fit une pause assez longue pour que j'entende la circulation à travers le téléphone. Je ne sais pas, admit-il. Elle a toujours géré les choses. Tu t'es toujours tenu à l'écart. Ce n'est pas la même chose que de ne pas faire attention, dis-je. Il expira. Chloé est bouleversée. Elle n'a pas appelé, dis-je. Elle a peur, répondit Lucas. Maman lui a dit de ne pas s'en mêler. Cela serra quelque chose dans ma poitrine. Dis-lui qu'elle n'a pas à choisir, dis-je. Elle doit juste se dire la vérité à elle-même, si personne d'autre ne le fait. Lucas ne répondit pas tout de suite. D'accord, dit-il finalement. Je vais lui dire. Nous raccrochâmes, et la maison sembla caverneuse. Plus tard cet après-midi-là, Maître Valois me transféra un courriel d'un responsable de la conformité bancaire. Le ton était neutre, procédural. Le contenu ne l'était pas. De multiples transactions avaient été signalées comme incohérentes avec les objectifs déclarés. Plusieurs paiements acheminés par une entité de conseil tierce soulevaient des préoccupations en raison du manque de licences et de documentation justificative. Une demande d'informations supplémentaires avait été envoyée au titulaire du compte, Sophie. Elle va paniquer, dit Maître Valois lorsque je l'appelai. C'est là que les erreurs se produisent. Je ne voulais pas que Sophie panique. La panique rend les gens imprévisibles. Je voulais qu'elle explique. Les explications laissent des traces. 2 jours plus tard, les services de protection des adultes me contactèrent directement. Une travailleuse sociale nommée Hélène Maurice se présenta au téléphone. Sa voix était calme, exercée. Nous menons un examen standard lié au compte d'Agnès Dubois, dit-elle. Nous devrons vous parler, à vous et à votre femme, séparément. Bien sûr, répondis-je. Hélène s'enquit des habitudes d'Agnès, de ses routines, de son indépendance avant l'accident vasculaire cérébral. Je répondis soigneusement, avec sincérité. Je n'accusais pas Sophie. Je décrivis des faits, des dates, des observations. Hélène prit des notes et me remercia. Nous vous recontacterons, dit-elle. Sophie rentra à la maison tard ce soir-là, portant une tension qu'elle n'essaya pas de cacher. Il m'interroge, claqua-t-elle, laissant tomber son sac à main sur la table. Les banques, une assistante sociale. C'est de ta faute. Je la regardai. Elle semblait plus petite d'une certaine manière, non pas diminuée, mais compressée par le poids de l'examen minutieux. C'est le résultat de ta requête, dis-je posément. Tu as demandé une surveillance. Elle ricana. J'ai demandé à protéger la famille. En me déclarant incompétent, répliquai-je. Ses yeux brillèrent.
Tu es incompétent, Julien. Tu ne comprends pas comment les choses fonctionnent. Je faillis sourire. Presque. Dis-leur ça, dis-je. Elle me fixa, puis se détourna, la mâchoire serrée. La semaine suivante s'étira. Les services de protection des adultes interviewèrent Sophie. Les banques demandèrent des éclaircissements. Maître Valois coordonna avec les enquêteurs, veillant à ne pas interférer. Mon employeur prolongea mon congé administratif, citant un « examen externe en cours ». Pas de promesse, pas de délai. Lucas vint une fois, brièvement. Il s'assit sur le bord du canapé et évita mon regard. Elle ne répond pas directement aux questions, dit-il doucement. Maman. Elle n'arrête pas de dire que les gens déforment les choses. Tu la crois, demandai-je. Il hésita. Je ne sais pas quoi croire. C'est honnête, dis-je. Chloé appela 2 nuits plus tard. Sa voix trembla. Papa, je crois que j'ai fait une bêtise. Non, dis-je immédiatement. Quoi que ce soit. Elle me dit qu'elle avait vu Sophie porter les boucles d'oreilles d'Agnès des mois plus tôt. Des bijoux de famille. Sophie avait dit qu'Agnès les lui avait donnés. Chloé ne l'avait pas remise en question à l'époque. Maintenant, elle n'était plus sûre. Je n'ai rien dit à personne, dit Chloé. J'avais peur que maman soit en colère. Tu peux le dire au service de protection des adultes, dis-je doucement. Tu n'as pas à accuser. Dis juste ce que tu as vu. Elle renifla. Est-ce que ça va tout gâcher? Je pensais au journal d'Agnès, à la préparation discrète. Non, dis-je. Ça clarifie les choses. Les conclusions de l'audit arrivèrent par morceaux, pas tout en même temps. Chaque morceau s'alignait sur le suivant, des virements acheminés par un tiers, des paiements justifiés vaguement, une documentation créée après coup. Puis Maître Valois m'appela un soir, sa voix plus basse que d'habitude. Ils ont identifié l'intermédiaire, dit-elle. Une femme nommée Isabelle Keller. Non agréée, non cautionnée. Elle a été contactée par les enquêteurs. A-t-elle répondu, demandai-je. Oui, dit Maître Valois soigneusement, avec un avocat. Cela importait. Cela signifiait qu'Isabelle n'agissait pas impulsivement. Cela signifiait que cela se déroulerait comme de vraies affaires, lentement, délibérément, avec des conséquences mesurées en mois, pas en moments. Maître Valois marqua une pause. Julien, dit-elle, prépare-toi. Cela va prendre du temps. Les relations ne reviendront pas en arrière. Certaines choses ne redeviendront pas ce qu'elles étaient. Je regardais autour de la cuisine, la même table où Sophie m'avait un jour appelé inutile. Les mêmes coins tranquilles où les hypothèses s'étaient durcies en vérité. Je ne cherche pas à ce que tout revienne en arrière, dis-je. Je cherche à ce que les choses soient honnêtes. C'est généralement plus difficile, répondit Maître Valois. Quand je raccrochais, je restais seul avec cette pensée. L'honnêteté ne se précipite pas. Elle s'accumule. Et une fois qu'elle le fait, elle ne disparaît pas simplement parce que quelqu'un le veut. L'appel de Maître Valois arriva un mardi après-midi, le genre qui prétend être ordinaire jusqu'à ce que vous y répondiez. Ils ont contacté Isabelle Keller formellement, dit-elle. Avec l'avocat présent. Elle n'a rien avoué, mais elle coopère. J'étais assis à la table de la salle à manger, mon ordinateur portable fermé, la maison silencieuse de la manière qu'elle avait appris à être. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie qu'elle répond de manière étroite, répliqua Maître Valois. Fournir des dossiers lorsque contrainte. Pas de discours, pas de SMS. C'est ainsi que les gens se protègent lorsqu'ils réalisent que le terrain a changé. J'hochais la tête même si elle ne pouvait pas me voir. Cela était cohérent avec tout ce que j'avais vu jusqu'à présent. Les gens qui pensent avoir le contrôle improvisent. Les gens qui savent qu'ils sont exposés suivent les procédures. Au cours des 3 semaines suivantes, l'enquête se développa par petites étapes méthodiques. Les services de protection des adultes complétèrent leur évaluation initiale et renvoyèrent l'affaire au comté. Les unités de conformité bancaire émirent des demandes de suivi. Des assignations à comparaître furent rédigées au nom dramatique, juste précises. Chaque demande tirait un autre fil. Sophie essaya de reprendre le contrôle en paraissant coopérative. Elle assista à des entretiens. Elle répondit rapidement au courriel.
Elle formula chaque virement comme un malentendu, chaque paiement comme une nécessité administrative. Elle s'appuya fortement sur l'idée qu'Agnès avait voulu que les choses soient gérées discrètement et que je n'avais jamais manifesté d'intérêt. Les enquêteurs écoutèrent. Puis ils comparèrent les notes. Le schéma ne changea pas. Ce qui changea fut le ton de Sophie. Elle cessa de me traiter d'incompétent et commença à m'appeler manipulateur. Elle dit à Lucas que utilisais mon travail comme une arme. Elle dit à Chloé que je laissais des étrangers déchirer la famille. Chaque version contredisait la précédente. Chaque conversation laissait plus de résidus. Lucas se retira. Il ne la défendit plus, mais il ne la confronta pas non plus. Lorsqu'il rendit visite, il parla par fragments. Des questions sans conclusion. Je le laissai faire. La loyauté n'est pas quelque chose que l'on déchire rapidement sans faire de dégâts. Chloé, en revanche, commença à parler. Pas tout à la fois, pas facilement. Elle décrivit des moments qu'elle n'avait pas crus importants, sa mère lui demandant de faire des courses à la banque, des instructions pour garder les conversations vagues, des rappels de « rester en dehors des affaires d'adultes ». Rien de tout cela n'était incriminant en soi. Ensemble, cela esquissait une intention. Maître Valois me mit en garde de ne pas tirer de conclusions à voix haute. « Laisse-les assembler l'image, dit-elle. Ton travail est de rester cohérent. » Cette cohérence compta lorsque le bureau du procureur du district me contacta finalement. La substitut du procureur Camille Leroy demanda une réunion. Pas d'accusation, juste une conversation. Maître Valois et moi la rencontrâmes dans une modeste salle de conférence en centre-ville. Camille Leroy ne perdit pas de temps. Nous examinons des accusations potentielles liées à l'exploitation financière d'un adulte âgé, dit-elle. Éventuellement fraude, éventuellement faux, selon la manière dont certains documents ont été utilisés. Je posai la seule question qui comptait. Que se passe-t-il ensuite? Examen des preuves, répondit-elle. Coopération des témoins. Si des accusations sont déposées, nous proposerons un plaidoyer. S'il n'est pas accepté, nous procédons. Elle me regarda attentivement. Ce ne sera pas rapide. Je ne suis pas pressé, dis-je. Cette nuit-là, Sophie me confronta finalement directement. Elle attendit que la maison soit calme, que les enfants soient partis, jusqu'à ce qu'elle se sente en sécurité pour contrôler à nouveau le récit. Tu as fait ça, dit-elle, debout en face de moi dans le salon. Tu aurais pu arrêter ça à tout moment. Je la regardai, non pas avec colère, non pas de manière défensive. Je n'ai pas commencé, dis-je, et je ne peux pas arrêter ce que je n'ai pas créé. Elle rit, un son cassant qui n'atteignit pas ses yeux. Tu te caches toujours derrière ça. La procédure. Les systèmes. Tu agis comme si tu étais au-dessus de ça. Je ne suis pas au-dessus, répliquai-je. Je suis dedans. Son expression changea alors, non pas vers la peur exactement, mais vers le calcul. Ils ne vont pas me mettre en prison, dit-elle. Pas pour ça. Je ne répondis pas. 2 semaines plus tard, Sophie fut inculpée. L'acte d'accusation énumérait des chefs d'inculpation en vertu de la loi de l'Illinois liée à l'exploitation financière d'un adulte vulnérable et à la documentation frauduleuse. Pas les accusations maximales, pas les minimales juste assez pour ancrer l'affaire. Elle ne fut pas arrêtée dans un coup de filet spectaculaire. Elle fut notifiée par son avocat et se rendit volontairement. Le processus fut procédural, prévisible, public, mais pas un spectacle. Maître Dubois se retira en tant que son avocat le jour suivant. Les négociations de plaidoyer prirent des mois. Sophie rejeta la première offre, puis la seconde. Elle insista sur des explications qui contredisaient les preuves. Elle blâma le stress. Elle blâma le mariage. Elle me blâma. Finalement, la piste de papier ferma les issues restantes, les virements, l'intermédiaire, le moment, la procuration exécutée pendant la vulnérabilité documentée, l'absence de conseil indépendant pour Agnès, les incohérences que Sophie ne pouvait plus concilier. Elle accepta un plaidoyer pour un crime de classe 2. La sentence refléta ce que ces affaires font souvent lorsque les chiffres sont significatifs mais que l'accusé n'a pas d'antécédent, une peine de prison avec sursis, 3 ans sous condition de conformité, 5 ans de probation, restitution complète avec intérêt. Divulgation financière obligatoire et interdiction permanente d'agir en tant que fiduciaire ou de gérer les actifs d'une autre personne.
Pour satisfaire la restitution, Sophie fut tenue de liquider des actifs. La maison fut mise sur le marché Opal, la nôtre, la sienne, une propriété qu'elle avait achetée discrètement l'année précédente sous le nom d'une fiducie qu'elle ne pouvait plus justifier. Je n'étais pas présent lorsque la juge accepta le plaidoyer. Maître Valois l'était. Elle m'appela après. « C'est fait, dit-elle. » Je m'assis à la table de la cuisine et laissai cela s'installer. Cela ne ressemblait pas à une victoire. Cela ressemblait à une redistribution du poids, comme si quelque chose de lourd avait finalement été placé là où il devait être. Les conséquences s'étendirent. Mon employeur me réintégra, mais pas immédiatement. Il y eut une période de probation, des divulgations supplémentaires, une surveillance discrète. Pas de punition, juste de la prudence. Je l'acceptais. Certains systèmes pardonnent lentement. Lucas prit plus de temps. Il oscilla entre la colère et le chagrin, ne sachant pas toujours à quoi appartenait l'un ou l'autre. Nous parlâmes. Nous ne résolûmes pas tout. Ce n'était pas le point. La guérison, j'avais appris, ne suit pas les verdicts. Chloé commença une thérapie, puis demanda si je viendrais avec elle à une séance. Je le fis. Sophie envoya une lettre par l'intermédiaire de son avocat des mois plus tard. Plus courte cette fois. Toujours pas d'excuses, juste du regret façonné comme de l'autodéfense. Je ne répondis pas. Certaines conversations ne nécessitent pas de conclusion. Elles nécessitent une distance. Un soir, après que la maison se fût à nouveau calmée, j'ouvris le journal d'Agnès et lus la dernière entrée une fois de plus. « Si tu lis ceci, avait-elle écrit, cela signifie que tu n'as pas détourné le regard. » Je fermai le livre. Les systèmes avaient parlé. Maintenant, c'était à mon tour de vivre avec ce qu'ils avaient dit. La première fois que je me réveillai et réalisai que l'affaire était vraiment terminée, rien ne semblait différent. Pas de vague de soulagement, pas de sentiment de triomphe, juste du calme. Il était tôt, avant 6 heures. La maison était immobile, le genre d'immobilité qui me mettait mal à l'aise autrefois. Je restais là, l'écoutant, réalisant que pour la première fois en plus d'1 an, le calme ne ressemblait pas à quelque chose qui attendait d'être brisé. Le plaidoyer avait été enregistré 3 semaines plus tôt. La paperasse finalisée, les calendriers de restitution approuvés, les conditions de probation fixées. Sophie ne se battait plus, non pas parce qu'elle avait accepté la responsabilité, mais parce qu'il ne restait plus de mouvement qui n'aggraverait pas les choses. La justice, lorsqu'elle arrive, s'annonce rarement. Elle s'installe comme le temps. Les conséquences financières furent plus lentes. Les avocats devaient être payés. Les audits avaient des coûts. Même avec la restitution ordonnée, l'argent ne revient pas d'un coup. Je vendis la maison de ma mère à Neuilly-sur-Seine à la fin de l'automne, non pas parce que je le voulais, mais parce que cela avait du sens, parce que s'y accrocher aurait signifié s'accrocher à quelque chose qui avait déjà servi son objectif. Le dernier jour avant la clôture, je parcourus les pièces vides une dernière fois. La maison résonna, non pas de fantômes, juste d'absence. Je me tins dans la cuisine où Agnès avait autrefois équilibré son chéquier tous les dimanches matins, 2 sucres dans son café, un petit cahier toujours ouvert à côté d'elle. Je sortis le journal de mon sac et le plaçai sur le comptoir. Je n'ai pas détourné le regard, dis-je doucement. Pas à quelqu'un en particulier. Puis je fermai la porte. Le travail reprit progressivement. Mon employeur me réintégra avec des conditions, surveillance supplémentaire, divulgation périodique, un rappel discret que la confiance, une fois ébranlée, prend du temps à se reconstruire, même lorsque vous n'êtes pas celui qui a causé la fracture. Je l'acceptais sans ressentiment. Les systèmes ne fonctionnent pas sur l'émotion. Ils fonctionnent sur la cohérence, et je savais être cohérent. Lucas ne revint pas tout de suite. Des mois passèrent où nos conversations restèrent prudentes, presque scénarisées. Il était poli. Il s'enquit de mon travail. Il évita de parler de sa mère. Je ne le poussai pas. La loyauté ne disparaît pas juste parce que les faits arrivent, elle doit se dénouer d'elle-même. Le tournant arriva de manière inattendue. Il appela un soir et demanda si j'avais toujours la vieille boîte de recettes d'Agnès. J'ai trouvé quelque chose, dit-il. Il vint ce week-end-là et sortit de sa poche un morceau de papier plié, un avis bancaire daté des années auparavant, adressé à Agnès, transféré à l'adresse email de Sophie. Je l'ai trouvé dans les vieux dossiers de maman,
dit doucement Lucas. Elle ne l'a jamais mentionné. Je ne sais pas pourquoi. Je le regardais, la façon dont ses mains tremblaient légèrement alors qu'il tenait le papier. Ce n'est pas grave, dis-je. Tu n'as pas à réparer ça. Je sais, répondit-il. J'avais juste besoin que tu saches que je le vois maintenant. C'était suffisant. La guérison de Chloé fut différente. La thérapie aida. La distance aida. Elle n'excusa pas Sophie, mais elle ne se sépara pas non plus complètement d'elle. Elle apprit lentement qu'aimer quelqu'un ne nécessite pas de défendre ses choix. La regarder apprendre cela m'enseigna quelque chose aussi. Sophie ne s'excusa jamais. Elle se conforma. Elle assista aux séances obligatoires. Elle paya la restitution. Elle suivit les conditions de probation. Mais le remords, le vrai remords, exige de regarder vers l'intérieur, et Sophie avait passé trop de temps à externaliser ce travail. Je cessai de l'attendre. Des mois plus tard, je reçus une dernière lettre, non pas de Sophie, mais du greffier du tribunal, confirmation que la restitution était achevée, que la succession d'Agnès était officiellement close. Ce chapitre scellé. Je m'assis à la table de la cuisine ce soir-là sans rien étaler devant moi. Pas de documents, pas de chronologie, pas de feuille de calcul, juste une tasse de café et le calme que j'avais autrefois pris pour du vide. Je pensais aux mots, inutiles, à la facilité avec laquelle il avait été prononcé, à la confiance avec laquelle il avait été cru. Le silence ne signifie pas l'ignorance. Le calme ne signifie pas la faiblesse. Et être sous-estimé n'est dangereux que si vous le croyez aussi. Sophie pensait que mon calme me rendait invisible. Elle pensait que ma retenue signifiait un désengagement. Elle pensait que le papier était quelque chose que l'on pouvait réorganiser sans conséquence. Elle oublia que le papier se souvient.